Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors là, c'est le gros sujet, mesdames, messieurs les freelances. Et si on se disait la vérité? Je passe derrière vous. Il est temps de se dire la vérité. À mes côtés, Lise Slimane, fondatrice de la Minute Freelance. Mathilde Guégan, artiste freelance, j'allais dire artiste engagée. Emeline Lécuyer, fondatrice de Tapote Freelance. Et Léo Carré, Linkleads, le créateur de Linkleads. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, les freelances, le freelance, il y a beaucoup de fantasmes qui circulent à propos de ça et on va être là pour faire tomber tous les mythes. Mais on ne va pas vous faire peur non plus, on va dire la vérité, mais il y a des choses quand même très positives, on va voir. L'un des fantasmes, c'est la liberté totale. Alors c'est l'autonomie, c'est pas de contraintes, pas de hiérarchie, c'est formidable, on n'a pas de chef au-dessus de soi. On gagne de l'argent beaucoup plus facilement, tout le monde le sait. Le digital nomade, c'est travailler de n'importe où, y compris depuis une plage en Thaïlande, n'est-ce pas? C'est possible, on peut le faire. Faites gaffe quand même au Wi-Fi. On choisit ses clients, on choisit ses projets. Et puis évidemment, il y a moins de stress quand on est freelance, bien entendu, tout le monde le sait. Et puis pas de transport non plus, puisqu'on bosse de chez soi, on bosse de n'importe où, donc c'est formidable. Il y a aussi des inconvénients, on va voir, c'est vrai quand même, il y a des inconvénients. Il y a le côté instabilité des revenus, mais j'allais dire ça, c'est pour tous les chefs d'entreprise, quel que soit le niveau, la fluctuation des revenus. Les charges administratives, parce que malgré tout, on reste en France, donc charges administratives et fiscales, la compta, les déclats fiscaux, sociales, les cotisations, et j'en passe. Le manque de protection sociale. On reste en France toujours. L'isolement. On a vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, que de moins en moins les freelances sont isolés. Il y a aussi des collectifs. Il y a des moyens de ne pas être isolé. On va voir comment. Il y a le côté autodiscipline, parce que le freelance, on en parlera, c'est le premier à faire quand même du télétravail. Mais au début, quand on n'a pas de clients, c'est plus télé que travail. Alors donc, ça peut être compliqué. Et puis enfin, la pression de trouver des clients. Il faut trouver forcément des clients pour faire du chiffre d'affaires. Et puis on n'a pas de congé non plus, c'est vrai que j'avais oublié, on n'a pas de congé, on n'a pas de congé maladie, on est multitâche permanent, il faut faire le ménage, il faut faire la vaisselle, quand on est chez soi, il faut faire à manger, il faut faire tout ça. On est évidemment dans le manque de reconnaissance parfait, la sécurité de l'emploi, j'en parle pas, et puis pour terminer, il y a aussi le côté négociation difficile, je voudrais voir avec vous quatre d'ailleurs si c'est vrai tout ça, les négociations difficiles, le risque de tarification, j'allais dire basse, parce qu'on est tout seul, donc on n'ose pas peut-être tarifier assez fort tous les projets et tout ce qu'on est en train de faire. Lise, je voudrais commencer avec toi. Alors, tu vas nous parler de toi. On est là, encore une fois, pour dire la vérité. C'est pas magique, évidemment, d'être freelance, on est d'accord. Il faut savoir se lancer, mais pour des bonnes raisons. Alors déjà, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, et réponds à cette question. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Lise, je suis freelance depuis plus de 10 ans à mon compte et j'aide les indépendants à se lancer et à vivre du freelancing avec la Minute Freelance qui est un organisme de formation. J'ai aussi écrit Tout pour être freelance qui est un guide pratique qui prend les indépendants par la main de l'idée de leur projet jusqu'à l'intégration de ce style de vie dans leur quotidien, c'est-à-dire toutes les questions de retraite, d'immobilier, de bien-être. Et à côté de ça, je fais mes propres missions freelance. Donc, par exemple, je viens de finir une mission de 2 ans et demi en marketing, qui était une mission à temps plein avec une boîte basée aux États-Unis. Et j'ai navigué dans le freelancing de multiples façons. Je voudrais rebondir sur ce que tu as partagé, se lancer pour les bonnes raisons. Moi, ce qui m'a le plus frappé quand je me suis lancée à mon compte, c'était que mes problèmes m'ont suivie. Donc, on a l'impression quand on se lance qu'on va changer son quotidien, qu'on va être épanoui professionnellement, mais on a aussi des difficultés. On va avoir des clients difficiles, on va avoir des clients avec des politiques en interne qui vont venir colorer notre mission freelance au quotidien. Donc, moi, ce qui m'a vraiment choquée quand je me suis lancée à mon compte, c'est que, en fait, c'était pas magique et ça venait pas répondre à toutes mes interrogations, ma crise existentielle autour du travail. Par contre, en freelance, on a les contraintes qu'on s'impose et ça, c'est une vraie liberté. Justement, on est là pour voir tout ça. C'est chiant les clients en fait. Ils sont toujours emmerdants. Juste pour savoir, est-ce que parmi vous, il y a déjà des freelances, il y a des gens qui veulent se lancer? Alors, est-ce qu'il y a des freelances parmi vous? Déjà. Ah ouais, donc c'est quand même la majorité. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer? On va éviter de vous faire peur. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont lancés, qui se sont barrés, qui ont arrêté, qui sont redevenus salariés?
Non, si, oui, une ou deux personnes peut-être. Ok, au moins on sait qui est là. Ton parcours quand même, tu étais salarié avant. Alors, j'ai jamais été Tu n'as salariée. jamais été salarié. Tu sais pas ce que c'est qu'un ticket restaurant. Pas du tout. C'est incroyable. J'ai pas eu cette joie-là. Je dois payer de ma poche. D'accord. En fait, moi, j'ai un parcours assez particulier parce que pendant mes études, j'ai fait quelques stages en entreprise et j'avais l'impression qu'on voulait me mettre dans des boîtes tout le temps. Je devais absolument choisir où vivre, donc un endroit fixe, quel métier exercer, et j'étais très touche à tout. J'avais plein d'envie, beaucoup de curiosité. Et par hasard, pendant mes études, je suis tombée sur un site de mission freelance qui est venu ouvrir le champ des possibles. J'ai fait des premières missions mal rémunérées, mais ça m'a montré qu'on pouvait travailler en ligne. Et par la suite, donc j'ai commencé par des missions de traduction qui m'ont donné l'idée de monter une agence et une start-up de traduction que j'ai développée avec une équipe que j'ai revendue au bout de 3 ans. Et en fait, avoir cette expérience d'entrepreneuriat m'a confortée dans le fait que pour moi, le freelancing était la meilleure voie. Donc en fait, souvent, on voit le freelancing comme un démarrage dans l'entrepreneuriat pour après se développer vers des entreprises avec des équipes. Moi, c'est vraiment l'inverse. Je ne vois pas le freelancing comme un début. C'est redevenu ma priorité parce que c'est là que j'y trouve le plus d'épanouissement. Est-ce qu'il y a quand même des moments de doute, des moments où on jours. se dit, oh, quand même, quand on a un mari qui dit, bah, tu pourrais ramener des sous quand même, il n'y a que moi qui bosse. Alors, je sais pas, j'ai pas de mari, Bon, mais, un conjoint. mais j'ai un style de vie où j'aime. En fait, j'ai accepté l'instabilité des revenus pour la liberté que ça m'apporte. Donc, j'ai appris à composer avec ma psychologie en me disant, OK, il n'y a aucune raison pour que je gagne pas ma vie en freelance. J'ai mis en place des systèmes pour me sécuriser, mais il n'y a pas du tout de journée où je suis absolument rassurée. J'ai appris à vivre avec cette petite angoisse, ces doutes. Le stress, le gaviscon, c'est formidable, fantastique. On reviendra sur une question importante quand même tout à l'heure, c'est apprendre à vendre. Là, je pense qu'on est tous d'accord, il faut apprendre à vendre. Est-ce que ça s'apprend ? Oui, alors c'est pas une compétence innée, pour moi c'est une compétence qu'on acquiert. Souvent on va avoir des indépendants qui disent ne pas aimer vendre, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé la façon de le faire qui leur convient et qu'ils ne savent pas le faire. Donc forcément quand on n'a pas de bons résultats, on n'aime pas ça. Il y a beaucoup de rejets et on peut le prendre personnellement, ça vient toucher à notre estime de nous. Mais une fois qu'on apprend à vendre, c'est ça qui va venir nous rassurer. C'est-à-dire qu'on soit freelance ou qu'on décide de vendre des chaussettes ou autre chose le lendemain, on va apprendre toute une série de méthodologies pour trouver des débouchés à ses services, à son offre. Et c'est ça qui sécurise. Ce n'est pas un montant sur un compte en banque, ce n'est pas un contrat. Ça va être la confiance qu'on a en soi de se dire que si demain on n'a plus de clients, on va être capable d'aller en chercher d'autres parce qu'on a développé les compétences pour se vendre. En tout cas, vous avez le sourire, donc ça se passe plutôt bien. Mathilde, savoir se vendre, c'est important, même quand on est un artiste. Peut-être même, j'allais dire, surtout quand on est un artiste. Et c'est pas inné non plus. Hein. Tout à fait. Donc moi, je m'appelle Mathilde Guégan, je suis dessinatrice et peintresse depuis 8 ans. J'ai un parcours où moi j'ai été salariée. J'ai été salariée pendant 7 ans dans le milieu culturel. Je vendais des livres américain, dans une librairie américaine. Je trouvais ça très intéressant, mais pour moi, c'était en attendant. Et puis, comme ce en attendant se prolongeait, je me suis reformée pour devenir chef de projet en ingénierie. J'ai été travailler en entreprise et là, j'ai tout fait. Les très grandes entreprises, les moyennes, prestations de services. J'étais manager de 30 TP et c'était, je dirigeais une business unit. C'était hyper intéressant. Là, je sentais plus qu'il y avait une sorte de plafond de verre, etc. Je pouvais continuer vraiment à me développer dans l'entreprise où j'étais. Mais finalement, ça ne m'aidait pas à régler une sorte de crise existentielle du travail dont tu as parlé, que j'ai toujours ressentie avec cette impression de ne pas vraiment vivre la vie dont je rêve. Et pour voir si j'avais quelque chose à faire vraiment dans le milieu de l'art, j'ai pris une année sabbatique et je suis allée dans une école d'art. Et dans cette école d'art, j'ai découvert la joie. La joie de me rendre tous les jours dans cette école. Et surtout après 14 ans finalement de découverte du monde du travail en France
Et là, l'art m'a vraiment plu. Et où je me suis dit, en fait, moi, mon truc, c'est vraiment ça. Du coup, pendant 2-3 ans, je me suis éclatée à développer mes compétences. Il faut voir que vraiment, il y a 8 ans, je ne savais pas dessiner. Aujourd'hui, je suis payée pour le faire. Donc, comme quoi, tout s'apprend, dessiner et vendre. Donc, au début, j'ai appris à dessiner. Et à partir du moment où j'ai commencé à trouver que mon taf artistique était vraiment canon, mais que personne n'était au courant, et que je faisais des projets hyper intéressants, mais que je ne savais pas les vendre, j'ai ressenti vraiment de la frustration. Et là, je me suis dit, il va falloir apprendre à vendre. Et je me suis formée à l'entrepreneuriat social et solidaire pendant 1 an et demi chez 2 incubateurs différents. Et là, je me suis dit, en fait, je ne vais pas y arriver toute seule. Et donc, j'ai commencé à aller dans plein de communautés d'entrepreneurs, etc. Et je suis passée d'une casquette d'artiste à artiste-entrepreneuse, artpreneuse. Et puis là, à un moment donné, puisque la question du talk aujourd'hui, c'est aussi et si on se disait toute la vérité, je me suis dit, oui, j'ai comme le sentiment qu'en vente, plus on a du succès, plus ça attire le succès. Mais qu'est-ce que je fais de tous mes doutes ? Qu'est-ce que je fais de tous mes échecs ? Parce qu'en entrepreneuriat, on en a. En fait, ça, c'est vraiment aussi motivant. C'est quand l'échec ne devient plus un problème pour vous. Et en tant qu'artiste, on en rencontre beaucoup. Et du coup, à partir du moment où mon amour-propre n'était plus engagé à chaque fois qu'il y avait un échec, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai quand même envie de dire à quelqu'un tout ce que c'est, cette vérité, les coups durs, les machins, les trucs. Mais je vais peut-être pas le faire sur les réseaux sociaux, là où je trouve mes clients. Et donc, j'ai mis en place un système où j'écris une lettre par mois à des abonnés qui payent pour la recevoir, où je leur envoie toute mon énergie, ma positivité, etc., mais aussi toutes mes questions existentielles sur notre place, le travail, Et du coup, j'ai trouvé une forme d'équilibre là-dedans, un équilibre économique, et puis un endroit safe. Donc moi, sur la vérité, j'ai choisi de ne pas la balancer tout le temps sur les réseaux sociaux, de ne pas parler de mes X burn-out, que je n'ai même pas fait sur LinkedIn. Et aussi, quand j'ai commencé à me former en art, je me suis dit, je vais aussi me former en développement personnel, parce que j'ai pas envie de faire la même erreur que dans le salariat, c'est-à-dire que tout le monde soit content autour de moi. Mes employeurs étaient hyper ravis, mais moi, fondamentalement, j'étais pas sûre que c'était vraiment ma place. Et donc en art, j'ai fait attention à développer à la fois ma verticalité, ma place dans le monde, et à la fois mes talents artistiques. Et tout ça fait que ceux qui n'ont pas franchi le pas, si vous vous posez la question, moi je vous dis allez-y. Et une fois qu'on commence à apprendre à vendre, franchement, moi, là, pour l'instant, chaque année, j'augmente mon chiffre d'affaires x2. Parce que j'ai décidé de vendre. Ce qui est quand même compliqué pour un artiste. Donc moi, je me dis toujours pour les autres, c'est plus facile. C'est sans doute pas vrai. Mais peut-être pour vous, c'est plus facile parce que vous vendez aussi des compétences qui ne sont pas des choses... Voilà, l'art, c'est quand même un peu particulier à vendre. C'est matériel, déjà. Y a du matériel, mais on met beaucoup en fait d'émotionnel. On met aussi des critiques sur la société, on met un regard différent, et puis on met beaucoup de nous en fait, qu'on met peut-être moins dans d'autres types de prestations. Mais en tout cas, voilà. D'accord, mais comment tu trouves, pardon, je te coupe, mais comment tu trouves comment tu trouves des clients si tu vas pas sur les réseaux, si tu n'envoies pas sur... Ah si, mais moi je suis à fond sur les réseaux, retrouvez-moi sur LinkedIn, retrouvez-moi sur Instagram. Non, j'adore les réseaux et c'est là que je trouve... Alors, comment j'ai commencé à gagner ma vie? En me formant à l'entrepreneuriat ESS et en signant avec une agence de marketing digital. Si vous voulez, je vous dis le nom. Oui, tant qu'à faire. Néo Camino. Il y a les Folies Web qui sont ici sur le salon. Ils correspondent avec Camino. En gros, à un moment, je me suis dit, OK, fais chier, mais je vais vendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai obtenu des résultats en face de ça parce que j'avais cette démarche de vente. Mais moi, je ne l'avais pas au début parce que le plus important pour moi, c'était d'être une artiste. Mais après, j'ai révisé en disant, en fait, j'ai envie d'être une artiste épanouie. Donc, si on remplace le mot artiste par freelance, j'ai envie d'être une freelance épanouie. Donc, j'ai aussi envie de gagner de l'argent. Voilà. Mais tu es rentière, en fait, à la base, parce que pour passer 3 ans à te former, etc., il faut vivre derrière. Alors, la première année, je me suis autofinancée avec mes économies. Et ensuite, du coup, j'ai accepté de devenir dépendante financièrement de mon conjoint.
et je remonte la pente. Et je pense que c'est ça qui m'a mis tellement mal à l'aise finalement pendant 2 ans d'être dépendante de quelqu'un d'autre, alors que dans l'histoire de l'art, mais il y a pléthore d'hommes ou de femmes qui étaient dépendants financièrement. Mais moi, ça me fait chier. Et du coup, c'est ça qui m'a forcé, c'est mon amour-propre qui m'a forcé à me former en vente. Et voilà, quand on veut... il y a vraiment beaucoup de formations qui existent aujourd'hui, etc. Mais si on ne sait pas vendre, vraiment, il faut juste apprendre, quoi. Puisqu'on parle de réseau, Léo, LinkedIn, Ouais. c'est pas magique, mais c'est Mon ton sujet. territoire. Il y a un avant et un après, ceci dit, ton arrivée sur LinkedIn, en fait. Ouais, clairement. Alors moi, c'est Léo Garé, fondateur de Prinkster et Linkleads. Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à communiquer sur LinkedIn avec Prinkster, donc une agence. Et puis, je forme aussi les freelances, donc c'est un sujet que je connais très bien, à communiquer sur LinkedIn, donc à trouver des clients grâce à LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, quand je me suis lancé, j'en avais marre de prospecter, de passer mon temps à prospecter beaucoup plus au final que délivrer un service. Juste comme ça, ici, qui aime prospecter, qui aime la vente? On peut être nombreux à cela. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est normal. En fait, la prospection, souvent, ça met mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment s'y prendre, on ne sait jamais où aller. Et moi, j'étais pareil. De base, en fait, je ne suis pas du tout un vendeur. Je voulais juste faire connaître mes services. Ce qui fait qu'un jour, c'était en décembre 2021, donc il y a eu quand même un gros moment entre les deux. J'ai fait mes études dans une école d'ingénieur. Je me suis lancé sur LinkedIn suite au conseil d'un ami qui s'appelle Vincent, qui est expert dans le référencement naturel. Et puis j'ai posté mon premier post. Premier post, il ne se passe rien. Second aussi, troisième aussi. Au bout d'un mois, il ne se passait toujours rien. Jusqu'au moment où je me suis formé à la vente, mais à la vente communicante. C'est-à-dire on va communiquer sur les réseaux. On ne parle pas à une seule personne. On fait du one-to-many. C'est-à-dire on va communiquer auprès d'une audience. Et à force de tester, d'itérer, de me former, aujourd'hui j'ai un compte LinkedIn qui me permet de trouver des clients sans prospecter. Et moi justement, j'ai appris à vendre, mais j'ai essayé de retirer cet aspect prospection qui me plaisait pas et aussi qui me, juste ça me plaisait pas en fait, tout simplement. Alors, c'est coordonnées, 06. Mais c'est ça que tu fais, en fait. Tu vas les former. Ouais, voilà. En fait, l'objectif, c'est vraiment de former une personne qui démarre, alors soit qui a une offre, une expertise, à transformer son expertise en offre irrésistible, et puis ensuite de pouvoir communiquer sur les réseaux pour justement la vendre à travers LinkedIn. Alors moi, j'y connais rien, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur les autres réseaux. Je suis vraiment spécialisé sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, c'est la plus grosse base de données professionnelle aujourd'hui qui existe sur le marché mondial. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus simple. Et c'est aussi que, si vous vous rappelez, je vous ai dit, j'aime pas la prospection, tout simplement parce que quand j'ai commencé, j'étais vraiment très introverti. Je détestais parler aux gens. Et donc, LinkedIn, c'était un peu une façon de me lancer sans montrer, juste j'écrivais. Donc, c'était vraiment la facilité au final. On peut tout vendre sur LinkedIn ? Il y a des profils plus ou moins intéressants ? Non, on ne peut pas tout vendre. En fait, sur LinkedIn, ce qui a beaucoup marché, ce sont la prestation de services, le coaching, tout ce genre de prestations. Mais par exemple, il y a 2 semaines, il y a alors comment ça s'appelle, un apiculteur, une société d'apiculture qui m'a contacté pour être mise en avant sur LinkedIn. En fait, je ne l'ai pas conseillé déjà parce que ce n'est pas un marché qu'on connaît. Et puis sur LinkedIn, si on regarde bien, ce n'est pas le genre de marché qui va fonctionner, en tout cas à l'heure actuelle. Et puis, je ne ferai pas trop prendre le risque à un client pour faire du test sur un marché qu'on ne connaît pas trop. Oui, des abeilles par la poste, c'est quand même pas terrible. Ouais, voilà. Mais comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un côté magique pour nous moi, en tout cas, je ne connais pas si bien que ça. Ça marche au bout de combien de temps ? Est-ce que c'est cher de contacter Léo Garé ? Alors, déjà, oui, l'agence, ça va beaucoup plus aller parler à des entreprises qui font déjà du chiffre. Nous, on va cibler des entreprises qui font entre 1 et 20 millions à l'année. Ah oui, Ça va pas tous être... ici font ça. Ça va pas être pour les freelances. Par contre, pour Linkleads, oui, c'est beaucoup plus accessible. Le but, c'est vraiment d'être accompagné main dans la main. Et alors, je dirais que pour communiquer sur LinkedIn, ça va être accessible à tout le monde en termes de communication pure. Par contre, il faut savoir adapter la communication à qui on est.
On ne peut pas adapter sa personne à LinkedIn. Par contre, on peut adapter LinkedIn avec des formats, des carousels, la vidéo pour ceux qui aiment la vidéo. Je m'y mets de plus en plus, même si avant, je n'aimais pas, parce que maintenant, je me suis pas mal formé à ça. D'où le fait de se former, comme tu disais, et toi aussi, parce qu'on peut aussi se former et s'habituer au fait d'être beaucoup plus à l'aise en public. La preuve aujourd'hui, d'ailleurs, où je suis beaucoup plus à l'aise qu'en 2017, où c'était impossible d'aligner 2 mots devant 3 personnes. Il va falloir qu'on discute après, en tout cas. Emeline, est-ce qu'il y a une différence entre solopreneur, micro-entrepreneur et freelance ou est-ce que tout ça, c'est pareil? Ça se rapproche un peu. Alors déjà, enchantée, moi c'est Emeline. Je suis la fondatrice donc, de Tapote Freelance, qui est une communauté justement de freelance, mais au sens large, donc solopreneur aussi. Mais j'ai démarré en 2019, j'étais moi-même freelance. Donc j'ai fait du community management et de la rédaction web. Et puis, Vous pouvez bosser ensemble, vous, en fait. oui, un peu, ouais. Même genre de métier. Et en fait, je me suis moi-même heurtée à un des gros problèmes du freelancing, qui était la solitude et tout ce que ça engendre aussi en termes de santé mentale, etc. Et donc, voilà, j'ai fondé cette communauté-là pour moi-même à la base. Et puis finalement, ça a pris un peu plus d'ampleur que prévu. Et pour reboucler sur la question qui était, pardon. Est-ce qu'il y a une différence entre solopreneur, micro voilà. C'est pour ça que j'y venais, parce qu'en fait, j'ai appelé ça Tapote Freelance parce que j'étais moi-même freelance à ce moment-là. Donc, ce que j'entends par freelance, c'est prestataire de service plutôt. En fait, en développant la communauté, j'ai eu beaucoup de fois des entrepreneuses qui sont venues vers moi en me demandant est-ce que c'est fait pour moi ou pas, parce que je suis coach, parce que je suis accompagnante et plein d'autres activités. Et finalement, en fait, nous, le nom, il n'a pas bougé parce que maintenant, il est ancré. Mais en fait, en réalité, c'est pas mal de solopreneurs. Et du coup, dans la casquette solopreneur, je mets un peu les freelances. C'est un peu comme ça que je verrai la nuance, on va dire. Mais du coup, nous, aujourd'hui, on a des filles qui sont aussi dans le bien-être. Il y a de tout, quoi. C'est pas juste des prestataires de services. J'en parlais un peu en intro. On parle de la solitude du chef d'entreprise. Est-ce que c'est pareil chez le freelance? Est-ce qu'il y a un côté, je suis quand même tout seul, quoi? Alors, je pense que oui, et même peut-être encore plus. En fait, je pense que la solitude, elle est différente. Du coup, moi, j'ai connu un peu les deux parce que j'ai fait 2 ans de freelancing et maintenant, je suis plus chef d'entreprise. Alors, entre guillemets, on est 2. J'ai juste une associée, donc c'est pas non plus une équipe. Ah oui, mais ça marche. Mais voilà, c'est quand même différent du freelancing. Et il y a une solitude, mais qui n'est pas la même, dans la mesure où quand j'étais freelance, moi, c'était vraiment la solitude liée au fait que j'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage, par exemple. Bon, en plus, c'était la période Covid, donc forcément, tout très amplifié. Et donc, ce truc-là faisait que j'avais du mal à me discipliner, que j'allais aussi piller, etc. C'était un peu la roue de hamster. Et la différence avec aujourd'hui, en ayant une associée et en ayant du coup plus de clients, parce que quand on est chef d'entreprise, souvent, on a plus de clients en quantité, on est plus dans l'échange au quotidien, et du coup moi ça a fait une vraie différence à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être dans ma roue de hamster. Il y a plus cette solitude là. Par contre, on a d'autres problématiques qui vont générer aussi une forme de solitude un peu sur des problèmes précis où on se dit comment moi je peux m'en sortir sur ce truc-là. J'ai l'impression que que pour tous les autres ça roule grave sur ce point-là et moi j'y arrive pas. Et donc c'est là où des fois il y a une petite solitude qui se pointe. Mais par contre, moi aujourd'hui je la ressens plus forcément au quotidien, mais aussi grâce au fait que forcément ayant créé une communauté, je suis entourée de centaines d'entrepreneurs, donc oui, ça aide un peu. Mais elle est terrible cette image de roue de hamster, parce qu'il y a quand même une étape qui a l'air difficile quand même au départ. Oui, clairement. Moi j'ai fondé cette communauté-là parce que j'étais vraiment dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas le recul nécessaire, mais aujourd'hui, maintenant que je l'ai, je sais que j'étais vraiment bien déprimée, quoi. Mathilde, tout à l'heure, tu parlais de burn-out, que tu n'as pas eu, mais la charge mentale, la pression mentale, tout ça, est-ce que ça joue? Est-ce que c'est important? Par exemple, pour la question que tu posais tout à l'heure, moi, quand j'étais dans le salariat, parfois je ramais vraiment à trouver des sujets de conversation avec, avec mes collègues, parce que le salariat, c'est un peu comme dans une famille où c'est pas toi qui as choisi les gens, quoi. Tandis que là, j'ai jamais eu l'impression d'avoir autant de potes, parce que c'est que des gens qui sont passionnés par la même chose que moi. J'ai tous mes potes dessinateurs, j'ai tous mes potes peintres, j'ai tous mes potes entrepreneurs dans l'ESS engagés. C'est des super petites niches. Et c'est des gens avec qui je m'entends super bien et je rêvais en fait de passer mon temps avec ces gens-là. Donc c'est pas la même qualité qu'avec des gens qu'on choisit pas. Et sinon, sur la pression mentale, moi je vous ai dit, mais je fais beaucoup de développement personnel pour la gérer.
Parce que de toute façon, moi, roue de hamster, c'est ma vie, que je sois salariée ou que je sois indépendante. On entend parfois que sur LinkedIn, on gagne 10 000 euros par mois, le fameux SMIC LinkedIn. Vous avez tous le sourire, c'est ça, c'est le cas, c'est vrai ou non, c'est quand même pas Moi, j'ai ça. une grande richesse intérieure. L'argent ne compte pas. J'avoue que c'est pas mon moteur. Bon. J'en ai fait un moteur, mais c'est pas mon moteur de base. D'accord, ça veut dire non. Lise? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en perspective avec ce qu'on gagnerait en tant que salarié et les charges qu'on peut avoir en France. Donc quand on génère 10 000 euros de chiffre d'affaires en freelance, mais qu'on a 15 ou 20 ans d'expertise, d'expérience et qu'on a eu avant des postes de cadre dans des grandes entreprises, on va retrouver un même niveau de salaire. Donc le chiffre d'affaires n'est pas égal à ce qu'on a dans la poche à la fin. Et, C'est la France. Ça. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a une vraie question de complexe par rapport à ce qu'on peut générer en freelance. Et maintenant, la barre est tellement haute, alors qu'en fait, on peut mettre des années avant de récupérer un niveau de salaire équivalent à ce qu'on aurait eu en tant que salarié. Tout simplement parce qu'on doit se développer une clientèle, se faire une place aussi sur des marchés qui sont parfois saturés. Et je trouve que c'est culpabilisant de voir des niveaux aussi élevés pour certains métiers, alors qu'une des réalités du freelancing peut être que selon son secteur, je pense notamment aux créatifs, aux graphistes, aux personnes qui font de la communication, c'est des secteurs où il y a beaucoup de freelance et on peut mettre quelques années à rattraper son niveau précédent de salaire. Est-ce qu'il y a une peur quand on est freelance, comme je disais tout à l'heure, on n'ose pas facturer trop cher? Est-ce qu'il y a ce plafond? Ce que tu dis. Il y a un gros syndrome de l'imposteur chez beaucoup d'indépendants qui va directement impacter le montant qu'ils mettent sur leur devis. C'est toujours bien de se challenger et on peut commencer là où on se sent bien et augmenter un tout petit peu à la fois. Et je pense que quand on a des oui trop facilement, c'est qu'on ne facture pas assez cher. Effectivement. Et ça peut être un très bon exercice d'augmenter et d'essayer d'aller chercher le non, juste pour voir où est la limite. Parfois, on a besoin du oui tout de suite. Léo, tu es d'accord avec ça? Ouais, clairement. En fait, il y a un exercice qui est simple. C'est de proposer des petits tarifs au début, augmenter jusqu'à avoir des non. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va falloir apprendre à vendre. C'est comment transformer ces non en oui, du coup. Parce que, en fait, si on n'a que des oui, ça veut dire qu'à un moment, la valeur qu'on vend est trop faible par rapport. Enfin, le prix est trop faible par rapport à la valeur qu'on apporte. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, si je dis, c'est pas la prestation qui vaut tant, c'est les années de travail, c'est les années d'apprentissage, c'est les années d'expérience qu'on a qui valent ce prix? On est d'accord avec ça? Oui, mais il y a aussi, c'est le résultat. S'il y a plein d'années de travail, mais que derrière, le résultat qu'on va apporter est faible par rapport aux besoins de l'entreprise, en fait, là, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir facturer cher. Par contre, si à l'entreprise, je ne sais pas, on lui apporte un nouveau canal de communication, ou alors les copywriters, par exemple, qui vont créer des listes email et qui vont rapporter du chiffre d'affaires à l'entreprise, là, ils peuvent vendre leurs prestations chères parce qu'elles apportent un résultat quand même assez significatif pour la boîte. Comment on apprend à vendre alors? C'est ça la question. Je pense qu'ils sont tous intéressés et toutes intéressées. Faut vendre, tout simplement. Voilà. Moi, en fait, j'ai pas suivi de formation de vente ou autre. Alors, j'ai lu plein de livres, mais la première année, c'est vrai que toutes les semaines, je faisais au moins 10 appels de vente. Au début du cold calling, donc c'est-à-dire on va contacter des entreprises qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas. On s'est un peu renseigné au début, mais en fait, c'est à force d'appeler, comprendre les objections et puis les besoins de notre client. Je parlais tout à l'heure, on en parlait du droit à l'erreur. On peut se tromper, et c'est même peut-être parfois c'est important de se tromper, les Américains savent le faire. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous pourriez leur dire de ne pas faire d'ores et déjà, que vous auriez faites, qui vous ont fait progresser, toutes et tous là, en silence autour de cette table? Peut-être la première erreur, c'est de rester seul, à éviter, enfin vraiment d'éviter de rester seul. Seul, on dépérit. Oui, d'accord, ça fait une. Ouais, aussi le fait de rester là où on est, c'est-à-dire que souvent on a un modèle qui fonctionne, du coup pour nous il va fonctionner pendant des années, alors que le monde évolue vite, donc il faut vraiment, surtout quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, qu'on soit freelance, solopreneur, entrepreneur, il faut toujours innover, essayer d'aller chercher la nouveauté, essayer de s'adapter au monde. Par exemple là, sur LinkedIn, c'est mon sujet,
il y a la vidéo qui est arrivée et en fait, ça prend de plus en plus de place. Si j'étais resté bloqué sur nos stratégies qu'on a utilisées en 2023, en fait, nos clients auraient plus de résultats. Et c'est pour ça qu'en fait, on a dû aller innover, aller chercher de nouvelles offres, aller s'entraîner sur la vidéo pour justement rester dans l'actualité et apporter des résultats à nos clients. Est-ce que finalement on n'est pas saturé de messages quand on est ceux à qui tu envoies les messages, justement, est-ce qu'ils ne sont pas saturés de messages? On reçoit tout le temps des pubs, des machins, des trucs, il faut que je vous voie parce que... comment ça marche? Comment ça peut marcher encore? Alors moi, j'ai créé un système simple, c'est-à-dire que je ne prospecte plus, donc j'envoie plus de messages aux prospects, c'est-à-dire que c'est à eux de venir nous contacter. Donc ce que je fais, c'est que vraiment sur LinkedIn, je vais communiquer au maximum, je vais parler à mon cœur de cible, je vais vraiment soulever la douleur qu'ils ressentent, de sorte à les attirer. En fait, mon profil LinkedIn, je l'ai fait de sorte à ce que ce soit un aimant qui va attirer mes prospects, mes leads. Ils vont tout simplement s'inscrire à ma liste email, recevoir de la valeur et ensuite eux-mêmes contacter mes 2 commerciaux qui, eux, s'occupent du reste. Mais on ne va pas aller contacter parce que déjà, la prospection, comme je l'ai dit, j'aime pas. Et puis en plus, j'ai beaucoup plus adopté cette stratégie de one to many, c'est-à-dire que je vais contacter plein de gens en même temps plutôt que aller contacter personne par personne. Je préfère investir sur le long terme sur communiquer et créer une audience que affiner une stratégie de vente, de prospection en personne. D'accord. Emeline? Oui, si je veux bien rebondir là-dessus. C'est très cool cette stratégie-là, mais Merci. Je pense qu'il y a pas mal. Mais derrière, Non, attention. Je pense qu'il y a pas mal de freelances qui ont parlé d'erreurs aussi, justement. Là, c'est plus une espèce d'injonction parce que c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une stratégie long terme, mais pour les personnes qui se lancent, par exemple, il faut quand même doubler ça au démarrage de prospection, pas forcément en one-to-many, même du one-one, ça marche encore si on le fait d'une façon qui nous correspond à nous et à la cible. Même du mail, même du MP, Insta, LinkedIn, ça peut encore fonctionner. C'est juste qu'il faut le faire d'une manière, on va dire, consciente et juste humaine, en fait. Je pense que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Tout dépend vraiment de la cible. C'est vrai que si on s'adresse à une entreprise du CAC 40 VS, on s'adresse à une entreprise, à une association par exemple, voilà, ça va être très différent. Mais en fait, la façon dont la façon dont ces institutions vont recevoir nos messages va juste dépendre de la façon dont on formule le message. Et honnêtement, en montrant un intérêt qui est bien spécifique, aujourd'hui ça peut fonctionner. Ça marche aussi bien si on est par exemple niché sur un sujet et qu'on va pile contacter la bonne cible. Bah là direct il y a un match qui se fait qui va pas forcément avoir lieu quand c'est quelqu'un de généraliste qui contacte un peu en one to many. Donc il y a des avantages dans les deux et pour moi elles sont à mettre en parallèle, surtout au démarrage, parce que si on compte que sur la création de contenu et voilà, le one to many au démarrage, on va vraiment galérer, et financièrement et aussi en termes de... en fait, les résultats ne se font pas directement, donc on peut vite se décourager. Et au final, que cette stratégie-là ne marche jamais parce qu'on s'est découragé, parce que c'était la galère. Donc pour moi, au début, il faut vraiment aussi passer à l'action. Ça peut être frustrant. Ouais, d'accord. Clairement. Tous les 4, l'IA, évidemment, j'imagine que vous vous en servez. Mais est-ce que vous avez une peur qu'elle vous remplace? Que votre job soit obsolète, en fait? Ou pas du tout? Bon, peut-être que si, l'IA, elle commence à faire des tableaux, des œuvres immondes, mais... Ouais, non, mais moi, j'ai aucune peur par rapport à l'IA de me remplacer, parce que tout ce que je vis en fait avec mes clients, qui est hyper élevé en termes énergétiques, ça sera pas remplacé par une IA. Léo? Ça rejoint un peu ce que je disais avant. En fait, on pourrait avoir peur si on reste là où on est, Oui. mais le but, c'est vraiment de tout le temps innover et justement rattraper l'IA qui apprend de ce qu'on fait. C'est pas elle qui nous apprend quelque chose, elle apprend ce qu'on fait. Et c'est pour ça que vraiment, il faut toujours avoir un temps d'avance. Ce serait un peu mentir de dire qu'elle peut pas me remplacer à l'heure actuelle. Si je restais là où je suis, c'est sûr, dans 1 an, en fait, elle me remplace. Elle peut écrire des posts LinkedIn. C'est ça ce que j'allais dire. Voilà, elle peut former les freelances à se lancer. Elle peut faire tout ça. Par contre, elle n'arrivera pas à créer tout un plan qu'on a créé, toute une stratégie et surtout d'aller innover. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas innover vu qu'elle se base sur des choses qui ont déjà été créées et qu'elle va faire des prédictions. Lise? Moi, je vois ça comme quelque chose de très positif pour les indépendants parce que, par définition, on échange notre temps contre de l'argent. Et je me dis que si j'apprends à me servir de l'IA d'une façon optimale, ça va devenir mon assistant.
à moindre coût et que justement, je vais pouvoir me consacrer sur des tâches qui ne sont pas remplaçables, qui font partie de moi en tant qu'être humain. Et je trouve ça vachement positif parce que j'en ai marre de faire des tableaux Excel, de passer du temps à nettoyer ma boîte mail. Et je pense que si je peux déléguer ça à moindre coût, ça va m'aider, ça va me propulser. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant qu'indépendant, on apprend à se former constamment. Donc si ce n'est pas l'IA, ça va être autre chose. Et ces 10 dernières années, mon métier, j'ai changé 4 fois de métier en freelance. Donc je pense que en tant qu'indépendant, on est équipé. Il faut juste rester en effet à l'affût des changements pour ne pas être dépassé. Tu étais boucher charcutier, je crois. Hein, c'est ça Boulangère. Emeline, même question. Alors moi, pour ce qui est de mon métier, remplacer l'humain, ce serait compliqué, à moins que l'IA nous permette de faire des apéros dans la vraie vie. Donc j'ai pas trop cette crainte-là personnellement. Après, je pense que je suis plutôt alignée avec ce que disait Lise. Je pense que c'est une opportunité qu'à saisir, même pour les métiers de rédaction, par exemple. Moi, j'ai été rédactrice web et il y en a plein dans ma communauté. Et je pense qu'il y a une opportunité à saisir. Et c'est juste qu'effectivement, il faut savoir s'y ouvrir, parce que sinon, il y a des chances que ce soit dans l'autre sens, quoi. On va dire. 2 d'entre vous ont switché quand même. Vous êtes devenus entreprise. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, pour moi, le statut entreprise, c'est un peu un outil qui me permet de servir une vision que j'ai sur le long terme, de créer un peu une sorte d'empire sur mon domaine. Seul, je ne pouvais pas le faire. Je suis conscient que seul, on ne peut pas aller loin pour créer justement ce que je veux faire dans les prochaines années. Et le fait de passer de freelance à entreprise, ça permet justement de servir ma vision. Par contre, il ne faut pas faire de la différence, c'est-à-dire que freelance, on peut y rester à vie parce que ça nous plaît. Si justement, par exemple, on veut vendre son expertise, on veut devenir la référence de son domaine, on peut rester freelance. Par contre, c'est vrai que si on a un projet qui dépasse un peu notre propre personne, on sait que ce sera difficile, je pense que c'est bien de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, moi dans mon cas, ça m'est un peu tombé dessus en vrai, parce que j'ai lancé ça, c'était gratuit au début et c'était vraiment juste pour aider mes potes freelance à se rencontrer. Donc je me suis lancée dedans juste parce qu'il y a eu un engouement et que j'ai juste répondu à la demande et c'était cool, ça m'a plu. Donc je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'y passe tout mon temps, autant essayer d'en faire quelque chose. Mais en fait, je hiérarchise pas les deux. Je vois des avantages et des inconvénients dans les deux. Il y a aussi beaucoup de points communs, honnêtement. Tant qu'on reste solopreneur, ça reste voilà, assez similaire au quotidien d'un freelance. Et aujourd'hui, en plus, j'y reviens, puisqu'en parallèle, j'ai un autre projet qui est de développer une agence, mais en commençant par du freelancing. Donc, je suis très contente aussi d'y revenir, justement pour devenir une référence sur le marché des communautés. Donc, pour moi, c'est 2 choses différentes, mais aucune n'est mieux que l'autre. Et ça se ressemble quand même pas mal au niveau du quotidien, honnêtement. Il y a une vraie question aussi sur le lieu de travail. Est-ce qu'on travaille de chez soi ? Est-ce qu'on travaille en coworking ? Est-ce qu'il vaut mieux travailler chez un client ? Vos avis. D'ailleurs, avant, dans la salle, qui travaille chez soi ? Ah ouais, c'est quand même la majorité. En coworking, juste pour voir ? D'accord. Et chez le client ? Ah, pareil. Ah, plus que le coworking. D'accord. Vos avis ? Qui veut commencer ? Moi, j'ai jamais eu l'expérience de travailler chez le client directement, même si bon, on fait des rendez-vous physiques ou autres. Par contre, je travaille 50% chez moi, 50% dans des bureaux. Alors avant coworking, maintenant bureau. Et ça me permet vraiment de déconnecter, de tout le temps être chez soi, tout le temps... en fait, on est tout le temps dans l'action. Et on n'arrive pas à vraiment déconnecter. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en 2017, j'avais une chambre étudiant, je travaillais, je dormais, je mangeais au même endroit, je faisais mes études au même endroit et c'est vrai que c'est difficile de déconnecter. Et le fait d'avoir son espace de travail, alors soit si on a un bel espace de vie, on peut prendre un bureau, mais aussi le faire à l'extérieur pour justement travailler avec d'autres personnes. Ça, je trouve ça assez intéressant quand même. Lise ? Alors moi, j'ai été digital nomade pendant 5 ans. Donc j'ai habité à l'étranger, notamment au Costa Rica et en Bulgarie. Sur une plage, donc, comme je disais. Alors ça, c'est très cliché. J'étais dans un bureau, un coworking à chaque fois. En fait, le fait d'aller dans des coworking, ça m'aidait à être productive, à pas être distraite. Surtout qu'à l'étranger, il y a des notions parfois de bruit qui sont pas pareilles. Donc, par exemple, au Costa Rica, j'étais près d'une route, il y avait beaucoup de bruit de moto. C'était parce que ça faisait partie
pour les personnes qui vivent là-bas sur place à l'année, c'était pas dérangeant. Alors qu'en France, on fait beaucoup plus attention au bruit parce qu'on sait qu'il peut y avoir des bureaux dans les environs. Donc moi, j'ai choisi pour le confort d'être en coworking, mais aussi pour la communauté, parce que je ressentais cette solitude justement chez moi. Et l'autre chose, c'est qu'en termes d'ergonomie, j'ai commencé mes premières années d'entrepreneuriat sur un coin de table. Et en fait, au bout d'un moment, on n'a plus de dos. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais on a besoin, je pense, pour être productif, d'avoir une bonne assise, un bureau confortable. Donc pour moi, travailler à la maison, c'est devenu vraiment synonyme d'inconfort et de plus avoir cette séparation aussi où je peux vraiment me détendre. Moi, j'ai travaillé du coup 2 ans solo de chez moi, et après, quand je me suis lancée dans cette entreprise-là, je me suis entourée d'un incubateur, et du coup, j'avais des locaux et où je travaillais avec d'autres personnes qui lançaient leur boîte, et honnêtement, ça a tout changé. Vraiment, c'est au-delà de juste la solitude, c'est que c'est une autre dynamique en fait au quotidien, et du coup, pour retrouver une routine, des rituels, etc., une discipline, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Plus bien évidemment le fait d'être entouré qui permet de juste se développer à la fois en termes de compétences, s'entraider, etc. Et à la fois aussi en termes d'état d'esprit, parce que des fois quand on est seul, on a tendance à rester à nos plafonds de verre, etc. Et quand on voit d'autres faire des choses qu'on pensait impossibles, et ben, ça nous aide beaucoup à y croire nous aussi. Mathilde? Ouais, bah, moi aussi, je me suis toujours beaucoup mis dans des systèmes en fait, qui allaient m'aider à me porter en termes d'énergie. Donc au début, les Arts Déco de Paris, où je suis restée 3 ans. Ensuite, le 59 Rivoli, un lieu d'artistes. Et puis après, l'incubateur en ESS Empower. Et après, quelque part, mon agence de marketing digital, même si c'est digital, bah, c'est comme un lieu avec qui j'avance, quoi. Et puis maintenant, je travaille énormément dans la rue, parce que j'adore travailler dans la rue. Tous les mois, je vais graffer mes enveloppes. Je fais des ateliers pour femmes dans la rue de graphes, parce que voilà, la rue, c'est un bel espace pour les femmes. Et je vais beaucoup travailler chez mes clients. Donc, art mural en entreprise, même si c'est une commande privée, je propose à mes clients d'aller le faire chez eux, parce que du coup, ils voient l'œuvre en évolution, ce qui est un truc incroyable. Tandis que si je la fabrique tout seul dans mon atelier, moi, je passe mon temps avec, mais eux, ils ne le voient pas, je le livre, boum. Donc, voilà. Partout, donc. Lise, Emeline, Mathilde, Léo, vous êtes formidables. On peut les applaudir, je pense qu'ils ont été Merci très beaucoup. francs. Merci.